Alors, le concept de rétablissement connaît depuis plus d'une dizaine d'années une pleine expansion internationale. La multiplication des publications dans ce domaine est assez considérable, comme on en parlait déjà ce matin avec Marie-Carmen Castillo. Juste à titre d'indicateur, lorsque j'ai commencé mon travail de thèse sur le rétablissement dans la schizophrénie en 2009, on ne trouvait que très peu d'articles en français dans ce domaine, et les quelques références étaient soit canadiennes, soit suisses. La littérature anglo-saxonne faisait, elle, état d'une documentation bien plus conséquente. À titre d'indicateur, une recherche par mots-clés dans la base de données PsycInfo faisait déjà apparaître en 2009 1631 références pour les termes recovery and schizophrenia. Ce chiffre a doublé aujourd'hui, puisque la même recherche avec les mêmes mots-clés fait état de 3125 références. En France, on a vu tout aujourd'hui, l'intérêt pour le concept de rétablissement a été certes tardif, mais il est aujourd'hui incontestablement croissant, heureusement. En effet, même si les articles scientifiques dans ce domaine demeurent peu nombreux, il est fréquent aujourd'hui de voir au moins une intervention titrée sur le rétablissement dans un colloque de renommée en santé mentale en France. Et à ce titre, on peut citer le congrès REHAB de 2016, qui était titré de la réhabilitation au rétablissement, tous citoyens. On comprend alors que le rétablissement est explicitement nommé comme un concept porteur d'innovation thérapeutique, orientant désormais les pratiques de réhabilitation. Par ailleurs, de nombreux projets de recherche, de formation ou programmes de soins voient le jour en se réclamant explicitement de la philosophie du rétablissement. On peut citer à titre d'exemple l'expérimentation du Centre collaborateur de l'OMS sur les médiateurs de santé pairs qui s'est terminé en 2014 et qui va prochainement se renouveler. Ce programme, issu d'expériences canadiennes, a permis l'embauche de pairs aidants dans plusieurs centres de soins en France, considérant que l'entraide entre pairs en santé mentale favorise le processus de rétablissement chez les patients qui les côtoient. Une autre expérience peut être celui du programme Un chez soi d'abord, le professeur Planck en a parlé aussi, inspiré d'expériences nord-américaines et initié en 2011 dans 4 grandes villes françaises. Programme qui promeut un accompagnement fondé sur le modèle du rétablissement, en renversant les logiques sociales qui voudraient que l'on travaille à la réinsertion des personnes atteintes d'un trouble psychique seulement lorsque ces dernières sont considérées comme stabilisées et observantes du point de vue de leur traitement. On comprend bien que cette logique, elle devient une aberration si l'on considère que la réinsertion socio-professionnelle est un facteur majeur du mieux-être des personnes et qu'elle doit être pensée comme prioritaire en vue d'un rétablissement et non comme une conséquence heureuse qui en découlerait éventuellement. Enfin, l'appropriation grandissante du rétablissement par les personnes concernées par la santé mentale, donc y compris bien entendu les usagers et les aidants, est bien visible sur Internet. Si le rétablissement a désormais sa page Wikipédia française depuis 2014, assez complète d'ailleurs et régulièrement réactualisée, on relève aussi l'existence de forums dédiés au rétablissement, de groupes Facebook réalisant la promotion de ce concept, dont les membres sont composés à la fois d'usagers, d'anciens usagers, d'aidants et de professionnels de la santé mentale. Ce qui rassemble ces différents contributeurs est notamment une certaine fibre militante mise au service de la déstigmatisation des troubles psychiques. Les témoignages et récits de vie y sont nombreux et viennent réaffirmer la possibilité de se relever de la maladie psychique, quel que soit son diagnostic et son histoire. Se dégage ainsi un monde virtuel de relations symétriques où différents acteurs se retrouvent autour du concept de rétablissement, indépendamment de leur statut. Ces expériences françaises, et il en existe bien d'autres, on l'a vu tout à l'heure, viennent illustrer le fait que le rétablissement porte en lui un potentiel de transformation des pratiques et des modèles de soins, mais vient également revendiquer une véritable philosophie de vie sur le plan sociétal. Mais alors pourquoi un tel engouement, aujourd'hui, même s'il a été tardif, je le rappelle, autour du rétablissement? Comment comprendre cette effervescence actuelle à propos d'un concept qui, encore récemment,
suscité tant de réticence et de résistance en France. Je passerai rapidement sur les enjeux épistémologiques et scientifiques qui probablement expliquent en partie l'intérêt porté par des communautés de chercheurs et de praticiens à un concept porté initialement par des usagers de la santé mentale. En effet, comme on l'a déjà évoqué ce matin, le rétablissement nous interpelle car il requiert désormais une attention nouvelle sur la question du devenir des personnes. Là où par héritage, nos institutions françaises se sont majoritairement centrées sur la question de l'origine. Par ailleurs, le rétablissement nous invite à modérer les paradigmes positivistes dominant la recherche médicale actuelle au profit de modèles alternatifs, plus nuancés, intégrant la méthodologie qualitative et revalorisant l'étude de la subjectivité des personnes. Mais au-delà de ces enjeux majeurs pour la recherche actuelle en France, sur lesquels je vais revenir à la fin de mon exposé, je souhaiterais insister sur ce que j'appellerais le pouvoir de rassemblement du rétablissement. Si le rétablissement connaît aujourd'hui un tel succès, c'est sans doute car il représente, je pense, un maillon manquant dans la chaîne des contributions à la santé mentale. Il parvient sans doute à combler une brèche, tisser des liens, réunir certains paradigmes qui traditionnellement étaient perçus comme inconciliables. La méthode quantitative et la méthode qualitative, comme je viens de le dire, mais aussi, sur le plan théorico-clinique, la réhabilitation psychosociale et la thérapie institutionnelle, par exemple, on en parlait notamment ce matin, les sciences cognitives, la phénoménologie et la psychanalyse. Et dans une plus large mesure, on constate même que le rétablissement concentre l'intérêt de plusieurs disciplines des sciences humaines, la philosophie, la psychologie, les sciences infirmières, la sociologie, les sciences de l'éducation. En effet, on l'a répété à plusieurs reprises aujourd'hui, on peut généralement souligner et se réjouir de la diversité des approches représentées au sein d'un même colloque sur le rétablissement. Car un dernier point, et sans doute le plus important, qui témoigne selon moi du pouvoir de rassemblement du rétablissement, c'est la place faite, bien évidemment, à la parole des usagers et de leur entourage. Quelle innovation d'assister à un colloque comme celui-ci, d'ailleurs, où sont réunis dans un même public et dans un même groupe d'intervenants, chercheurs, soignants, usagers et aidants, familles de patients. Dans sa valorisation du savoir expérientiel des usagers et de leurs aidants, le rétablissement permet cette articulation, sans doute tant défaillante en psychiatrie et dans le domaine médical en général, entre savoir expert et savoir profane. Dans cette perspective, un enjeu fort du rétablissement en santé mentale peut être qualifié de politique. Avec le rétablissement, le schizophrène, par exemple, classiquement considéré comme aliéné à sa pathologie et inéluctablement déficitaire, est progressivement mieux reconnu depuis ces 20 dernières années comme un sujet citoyen, acteur de sa santé et expert de son vécu. On a eu la chance d'entendre le magnifique témoignage de Vincent à ce propos tout à l'heure. Cette modification du statut de la folie s'accompagne d'une démocratisation d'un champ d'expertise jusqu'alors réservé aux seuls professionnels. Le concept de rétablissement se situe ici sans doute en réaction à une forme de technocratisation grandissante du soin, rendant les patients et leurs proches en grande difficulté pour s'approprier les logiques de soins, ou pire encore, les soumettant à des formes d'injonctions paradoxales, consistant à leur demander de devenir acteurs d'un processus thérapeutique dont seul le professionnel en connaît les rouages. Il est à noter enfin que le rétablissement s'est développé dans nos sociétés occidentales, où il importe de se démarquer d'une logique individualiste devenue prégnante au profit d'une éthique de la singularité, comme je le disais tout à l'heure. Cependant, dans ses applications approximatives ou superficielles, le concept de rétablissement peut largement faire défaut à ces enjeux de démocratisation du savoir et de promotion de la singularité. Comme toute théorisation montante, une des dérives possibles du rétablissement peut découler de ses effets de mode. En effet, alors que le concept de rétablissement promeut la participation active des patients à tout processus de décision les concernant, donc ce que vient d'exposer de manière
très brillante Brice, principe que l'on peut trouver au cœur des mouvements d'usagers avec l'emploi de ce fameux mot d'ordre « Nothing about us without us », le risque, je pense, est de voir cette participation instrumentalisée et détournée par des institutions soucieuses d'asseoir leurs pratiques, voire de les accréditer, sous couvert du label usager ou du label rétablissement. Ainsi, la frontière est ténue entre la promotion de l'expertise des usagers et la standardisation, voire la récupération de cette dernière, par des professionnels de santé qui ne tiendraient pas compte de leur rapport authentique et potentiellement déstabilisant pour l'institution. En ayant à l'esprit ces potentiels écueils, les groupes d'éducation thérapeutique, par exemple, orientés par le paradigme du rétablissement, devraient, à mon sens, accorder une place plus large à l'expertise singulière des patients, en modérant la transmission de termes médico-centrés qui ne facilitent guère l'expression subjective par les personnes ou leur entourage de leur rapport à la souffrance psychique. Une autre